Pour nous, c'est vraiment une journée particulière, déjà parce qu'on ouvre le chantier au public, donc c'est la première fois dans le cadre de cette journée porte ouverte. On se met aussi un petit peu à nu, parce qu'en fait, on présente ce qu'on a trouvé, on présente ce que l'on sait du site, ce que l'on fait, comment on travaille. On a associé tous nos collègues étudiants donc, de la fouille, c'est-à-dire des étudiants qui font le parking pour placer les voitures, parce qu'on s'est presque fait déborder ce matin, des étudiants qui font l'accueil, et puis après, les étudiants qui fouillent sont aussi mis en contribution. On va leur donner la parole pour qu'ils expliquent ce qu'ils font, et ça, je crois qu'en termes de pédagogie, il n'y a rien de mieux, parce que tu n'es capable, en fin de compte, d'expliquer aux autres que quand toi-même, tu as compris les choses. On fait de l'archéologie. C'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde. En fait, ça concerne l'histoire de toute la population, et donc il est normal qu'il y ait ce retour-là. C'est un site sur lequel on travaille depuis 2 ans, avec une première campagne de sondage en 2023 et une première campagne de fouille en 2024 et une seconde qui est en train de se terminer. Donc il faut bien garder à l'esprit qu'on en est aux prémices de l'étude du site et que je ne vous ferai pas aujourd'hui une synthèse des connaissances sur le site archéologique de Palol. Et que si vous revenez dans 10 ans pour la prochaine journée porte ouverte, je vous raconterai sûrement l'inverse de ce que j'ai dit aujourd'hui. Puisqu'on aura fouillé et on aura étudié des choses qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui. On est sur un site ici qui se situe sur la commune d'Elne, sur le site de Palol, qui est connu par les érudits locaux depuis le 19e siècle environ, qui a fait l'objet de plusieurs campagnes de sondages très sporadiques liés à l'aménagement de l'entreprise que vous avez de l'autre côté, donc derrière les cyprès. Donc des sondages dans les années 60 qui ont permis de mettre en évidence la présence de vestiges antiques d'époque romaine, donc de l'autre côté des cyprès. Il y a eu également plusieurs campagnes de prospection pédestre, donc simplement d'observation de surface des parcelles ici pour récupérer les éléments de céramique qui pouvaient traîner en surface du sol. Donc on savait qu'il y avait ici à cet emplacement également par les textes, les sources historiques, un site archéologique relativement important. Mais c'est uniquement en 2023 qu'on a fait les premiers véritables sondages sur le site, tout simplement parce qu'il y avait un projet de remise en culture de cette immense parcelle que vous voyez. À l'origine, c'était une seule et même grande parcelle qui allait jusqu'au cyprès au fond, qui faisait à peu près 3 hectares et qui allait être remise en culture par son propriétaire. On connaissait la présence de vestiges et donc il a été décidé de venir faire des sondages pour délimiter l'emprise des vestiges sur cette parcelle de 3 hectares, évaluer leur état de conservation et leur profondeur, en fait leur vulnérabilité. On est sur des vestiges qui sont affleurants sur la surface actuelle. Donc le département a acheté cette parcelle, d'une part pour préserver le site, et ça a été l'occasion de mettre en place, en partenariat avec l'Université de Perpignan, un chantier école. On est sur un chantier qui est ouvert uniquement 1 mois par an et qui permet à l'équipe du service archéologique d'accueillir et de former des étudiants en archéologie aux techniques de fouille. Ce site de Palol, ce qu'on sait, c'est qu'il est occupé entre le IVe siècle, donc à la fin de l'époque romaine, ce qu'on appelle le Bas Empire, jusqu'au XIIIe siècle, donc jusqu'au plein Moyen-Âge, au Moyen-Âge central. Au IVe siècle, la ville principale du Roussillon, c'est la ville d'Elne. Elne a acquis le statut de castrum, c'est la ville la plus importante du Roussillon. Au VIe siècle, elle acquiert le statut d'évêché. Autre particularité du site de Palol, il se trouve le long du tracé supposé de la voie domitienne. C'est un grand axe de circulation et elle relie Rome à l'Espagne. Aujourd'hui, l'hypothèse qui est retenue, c'est que Palol, le site sur lequel on se trouve ici, est sur le tracé de cette voie domitienne qui arrive ici depuis le nord et qui descend ici après en direction pour traverser le Tech, peut-être vers Saint-Eugénie de Tresmal, c'est un peu plus au sud. Ça nous permet également de proposer l'hypothèse que le site de Palol que vous avez ici, il soit à la fin de l'Antiquité ce qu'on appelle une station relais. On a un endroit où on peut dormir, où on peut se restaurer, où on peut changer les chevaux. Fréquemment, il y a des thermes aussi pour pouvoir se laver. Et donc, on aurait ici à Palol, c'est toujours une hypothèse, il faudra voir avec les fouilles, une villa, donc avec sa part agricole, mais qui aurait aussi pour activité de faire station relais. Ensuite, quand on avance dans le temps, on voit apparaître le terme de Palol à partir du Xe siècle. Ce qui a l'air de ressortir, en tout cas, c'est que ça pourrait être associé à des lieux de pourvoir et notamment qui sont toujours situés en bord de voie. Ce qui est sûr, c'est qu'on a, à partir du Xe siècle, un village qui se structure véritablement à Palol.
Le village, il est mentionné dans les textes. On a la mention de l'église Sainte-Marie de Palol. Donc une église avec son cimetière et un village qui se structure autour avec un enclos fortifié, donc un véritable village que l'on retrouve en archéologie et qui est mentionné dans les sources écrites. Ce village, il est a priori abandonné dans le courant du XIIIe siècle. Dans ce Moyen-Âge central, à partir du XIIIe, on a ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, qui est une période de péjoration climatique, c'est-à-dire qu'on a eu des grosses fluctuations au niveau des cours d'eau, des baisses de température, avec des phénomènes d'inondation, d'alluvionnement assez importants, qui pourraient faire partie des causes de désertion du site. Pour l'instant, on n'a pas de réponse claire, mais ça fait partie des hypothèses. On a décapé à la pelle mécanique qu'une toute petite partie du site. Mais le village médiéval de Palol, il s'étend sur tout cet espace. Donc vous voyez qu'on a pour l'instant, on n'a ouvert qu'une fenêtre sur le site. Et donc on se concentre pour l'instant sur l'espace de l'église et des alentours. Donc l'église, le cimetière et les premiers espaces d'habitat qu'il y a autour. Et donc on travaille aujourd'hui dans cet espace sur les périodes les plus récentes, puisqu'en archéologie, on fouille ce qu'on appelle en stratigraphie, c'est-à-dire qu'on va toujours commencer par étudier les vestiges les plus récents, et progressivement, on remonte le temps et on descend en profondeur pour étudier les vestiges les plus anciens. Donc aujourd'hui, ce qui est documenté, c'est la période médiévale et les dernières périodes d'occupation du site. Pour le grand public, c'est vrai qu'aujourd'hui, les musées d'archéologie, malheureusement, se vident. Et donc, la présentation de l'objet pour l'objet n'attire plus beaucoup les gens. Et par contre, les journées portes ouvertes sur des chantiers archéologiques passionnent ce public parce qu'ils ont besoin, en fin de compte, de voir les vestiges sur le terrain. C'est en ça que je pense que ce format-là est indispensable, et puis surtout il inscrit un petit peu aussi l'archéologue dans son environnement, parce que là on fouille sur une parcelle qui est clôturée, qui est fermée tout le temps, donc on nous voit à travers les grilles, avec toute la curiosité et la frustration que ça peut engendrer, de vouloir à un moment franchir les grilles et aller voir ce que l'on trouve réellement. On n'est que sur un tout petit espace qu'on a choisi de fouiller, mais le cimetière il s'étend au nord, à l'est et au sud de l'église. Et donc pourquoi il est autour de l'église? C'est tout simplement parce qu'on est dans un schéma classique au Moyen-Âge. On enterre les morts autour de l'église, au plus près des reliques du saint que l'église contient, et au cœur du village. Le cimetière est un espace qui est géré par l'église, c'est le cimetière des chrétiens, et donc c'est un espace qui est consacré par l'évêque, et donc qui est délimité. On enterre tout le monde au même endroit pendant plusieurs siècles. Donc il y a une densité de sépultures qui est complètement folle. Les tombes les plus anciennes sont perturbées par les nouvelles tombes et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc ça fait partie des premières difficultés à la fouille, c'est d'arriver à démêler l'ordre des sépultures. Quelles sont les plus récentes, quelles sont les plus anciennes. Au Moyen-Âge, on enterre de manière individuelle, donc une seule personne par tombe. On aménage toutes les tombes selon le même sens, la tête à l'ouest, les pieds à l'est. On fabrique les tombes, notamment ici, avec des matériaux essentiellement périssables. C'est le tissu pour les linceuls, pour les habits, c'est le bois pour les planches qui viennent couvrir les tombes. On n'a pas de cercueil utilisé dans les cimetières. Les tombes, elles ressemblent à des fosses creusées dans la terre, avec des planches de bois qui viennent les couvrir pour protéger le corps du défunt de la terre qui vient ensuite combler le dessus de la fosse. On a parfois des linceuls, on a dans de rares cas des coffrages en dalles de schiste. Donc vous voyez des tombes relativement simples en apparence et surtout faites dans des matériaux qui aujourd'hui ne sont plus conservés, donc inaccessibles aux yeux des archéologues. Et donc l'idée c'est qu'on doit fouiller le plus finement possible les squelettes, dégager tous les ossements. C'est grâce à la position des os et à la manière dont les os se sont comportés au cours de la décomposition qu'on va pouvoir remonter l'histoire de la fosse et restituer ces éléments disparus par des indices indirects. Quand les fossoyeurs vont construire, aménager une nouvelle sépulture, ils vont fréquemment rencontrer des sépultures plus anciennes qui ont été oubliées et donc qu'ils viennent casser. Et donc on va aussi étudier la manière dont les fossoyeurs se sont occupés de ces ossements qu'ils ont rencontrés de manière accidentelle. Et donc ça fait partie de l'étude aussi des pratiques funéraires. Dans ces sépultures, vous le remarquerez, on n'a pas de mobilier. C'est une mort chrétienne et c'est une mort qu'on souhaite. La tombe, elle est relativement humble. À quelques rares exceptions près, je ne sais pas si vous voyez tous ici, on a dans la tombe que vous avez au plus près du chevet un vase qui est posé à la tête. C'est une pratique que l'on connaît donc en Roussillon entre le 9e et le 13e siècle, qu'on va retrouver de manière très fréquente, de manière récurrente dans les cimetières, mais toujours
qui va concerner une très petite quantité de sépultures. Donc on ne sait pas pour l'instant trop l'interpréter. Au Moyen-Âge, la tombe elle est anonyme et souvent le système de signalisation il est relativement peu pérenne. C'est parfois un simple tertre de terre. Et ici à Palol, on a la chance d'avoir conservé un grand nombre de sépultures avec encore leur signalisation de surface, ce qui fait qu'on sait qu'elles n'ont pas été arasées. Et donc tous ces petits murs que vous voyez, ce ne sont pas des murs de maison, ce sont des signalisations de sépultures. Donc voilà, une étude du cimetière qui permet de documenter les pratiques funéraires. Et puis on va aller voir de l'autre côté ce que peut apporter également la fouille des tombes, dans le sens qu'on va également étudier les ossements et donc les individus, et donc avoir accès à des informations sur la population qui habitait et qui gérait ce cimetière. On va aller voir les panneaux de l'autre côté. L'intérêt aussi de la fouille des tombes, c'est de documenter la population qui vivait ici, à travers l'étude des ossements qui sont conservés. À Palol, on a ce qu'on appelle une population naturelle, c'est-à-dire qu'on a toutes les catégories de la population qui sont représentées, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de sélection à l'entrée. Toute la communauté villageoise, entre guillemets, elle est enterrée dans le cimetière de Palol. On a des adultes, des enfants, des hommes, des femmes. Pour savoir l'âge et le sexe des individus, on va s'appuyer sur le squelette. Et donc, on va travailler sur la forme du bassin qui varie selon que l'on soit un homme ou selon que l'on soit une femme. Et pour l'âge des adultes, c'est également l'os du bassin qui va nous renseigner. D'accord? Et donc, on va donner des fourchettes à 10 ans, à 20 ans. Et à partir d'un certain âge, même, on peut dire uniquement il avait plus de 40 ans, il avait plus de 60 ans. Donc déjà, voilà, on va étudier l'identité biologique des individus. Et puis, on va aussi travailler sur les pathologies qui auront laissé des traces sur les os. On va pouvoir savoir à quelles maladies ils étaient exposés. Donc en fait, on va vraiment documenter la population vivante à travers l'étude des squelettes. On va s'avancer vers l'église. Comme ça, je vais vous présenter l'église. Cette campagne a été passionnante. Elle a livré des vestiges remarquables déjà au niveau de l'église, qui sont des vestiges intéressants parce qu'on pensait que cette église était complètement ruinée, qu'il ne nous restait que les fondations. Là, on a trouvé le maître-autel, on a trouvé des vestiges qu'on a du mal encore à interpréter, mais en fin de compte, ça c'est passionnant parce que ça veut dire que tout le reste de l'année, on va devoir réfléchir dessus et donc ça va occuper nos soirées. Ensuite, l'intérêt du site s'est réellement dévoilé sur ce qu'on avait appelé cette stratigraphie, cet empilement de couches archéologiques qui couvre tout le haut Moyen-Âge. C'est en ça que c'est exceptionnel. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, on est sur une archéologie de longue haleine. Ça va prendre du temps pour démêler en fait aussi et écrire cette partie de l'histoire de notre département que l'on connaît mal. C'est ce qui polarise le cimetière. Les tombes, elles sont là parce qu'il y a une église. Alors pas parce qu'il y a une église, mais parce que dans l'église, il y a les reliques d'un saint. Et au Moyen-Âge, on veut se faire enterrer au plus près des reliques du saint. Cette église, elle est mentionnée pour la première fois au XIe siècle. Ça ne date pas sa construction. C'est seulement la première mention qui nous est parvenue dans les textes écrits. Elle est dédiée à Sainte-Marie, c'est Sainte-Marie de Palol. C'est une église paroissiale. Donc on a un bâtiment à peu près 16 mètres de long, 5 mètres de large, avec une nef unique, orientée est-ouest, et un chevet semi-circulaire. En fait, les églises à 2 nefs, soit on a une église à 3 nefs, d'accord, à 3 travées, dont une partie est ruinée, soit on a une église à une nef unique, agrandie, dans un second temps. Donc à Palol, c'est le cas. Une première église à nef unique avec chevet semi-circulaire. Nef, c'est la travée longue, et ce qu'on appelle le chevet, c'est l'extrémité de l'église dans laquelle se situe le maître-autel. Le cœur, en fait, tout simplement. Donc, en fait, on a un plan d'église qui, finalement, est caractéristique des églises romanes, avec ce chevet profond qui pourrait montrer qu'elle est plutôt ancienne, c'est-à-dire peut-être un 9e, 10e siècle. Ça, c'est uniquement par comparaison avec ce qu'on connaît ailleurs. Cette église, elle est donc agrandie dans un second temps. Quand il est agrandi, le bâtiment, il est agrandi sur un secteur du cimetière plus ancien. Mais une fois qu'on construit le bâtiment, il n'y a plus de tombe à l'intérieur. Au Moyen-Âge, on n'enterre pas dans l'église. On enterre autour, mais pas dedans. Surtout à cette période du Moyen-Âge central. Les tombes que vous voyez à l'intérieur, c'est parce qu'elles sont plus anciennes que le bâtiment. Donc on a un énorme massif à l'ouest dont on ne sait pas exactement à quoi il sert. Après, comme il est très épais, est-ce qu'il peut servir également de fortification? Donc ça fait partie des hypothèses. Pour l'instant, on ne sait pas trancher. Et donc ce qui est sûr, c'est que cette église, elle a des murs très épais, vous le voyez ici, donc des murs de plus entre 1 mètre et 1 mètre 40 de large. Donc elle peut être soit charpentée,
soit voûtée. Les murs sont suffisamment épais pour accueillir une voûte en pierre. Et par comparaison, on suppose qu'elle faisait à peu près 6 mètres de haut. Et donc ce que vous avez ici, ce sont les fondations de l'église. Vous voyez qu'on a un bâtiment ici, avec des murs que vous avez ici devant, comme ça, qui se referment, et des niveaux de sol maçonnés. Ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est qu'en ayant commencé la fouille du bâtiment, on se rend compte qu'on n'est plus si sûr que ce bâtiment il soit plus ancien que l'église. Ce qui nous embête aussi, c'est que sous les sols qu'on a juste commencé à enlever, on aurait peut-être plutôt du mobilier du Moyen-Âge. Donc si on a du mobilier du Moyen-Âge sous les sols ils ne peuvent pas être antiques. L'autre hypothèse aujourd'hui qui est proposée, c'est qu'en fait, ça ne soit pas un bâtiment intérieur, mais un aménagement à l'intérieur de l'église, lié au fonctionnement de l'église, et pourquoi pas les sols de la nef. Ça reste des questionnements. Donc voilà pour l'église et pour ces questionnements. Donc là, les deux hypothèses, bâtiment antérieur ou aménagement lié au fonctionnement de l'église, on n'a pas tranché. C'est la fouille justement des couches qui sont en dessous qui vont nous permettre d'y répondre. C'est là qu'on voit tout l'intérêt de la fouille archéologique. L'étude des textes et puis les hypothèses qu'on propose. Et souvent, des fois, les gens ils nous disent « Ah, mais pourquoi vous ne faites pas juste des sondages géotechniques ou vous faites des ondes dans le sol ?» En fait, il n'y a que la fouille qui permet d'aller trancher parfois entre telle ou telle hypothèse. Et surtout, la fouille, elle nous permet de revenir sur des certitudes qu'on avait. Donc pour construire l'église, ils ont eu recours principalement à des galets de rivière qui sont les matériaux locaux en fait. N'oublions pas qu'on a le TEC qui est vraiment pas loin. Donc des galets de rivière qu'ils vont utiliser bruts, c'est-à-dire que certains sont cassés mais ils ne sont pas cassés intentionnellement. Dans de très rares cas, on va utiliser des pierres de taille. On a encore les traces d'outils, des outils plutôt pointus, des pics pour le dégrossissage de la pierre et pour faire la face plane, des outils plats type ciseaux ou marteau taillant. Et également, on retrouve dans la maçonnerie en remploi, donc ça veut dire en réutilisation depuis un autre bâtiment plus ancien, des terres cuites, donc des tuiles d'époque romaine. Ce qui est logique vu que, rappelez-vous, on est sur un site à longue durée d'occupation. Sous nous, il y a l'Antiquité avant. Il y a des vestiges de bâtiments antiques qui ont fourni des matériaux de construction aussi. Ce bâtiment, il est lié avec un mortier de chaux. Donc pour ceux qui ne savent pas, le mortier de chaux, c'est l'ancêtre du ciment tout simplement. Donc ça se fait avec de la chaux, du sable et de l'eau. Et donc selon la manière dont on dose les trois éléments, on obtient un mortier plus ou moins grossier de bonne qualité. Si on est sur un mortier de très mauvaise qualité, très grossier, très pulvérulent, c'est ce qui explique pourquoi vous avez presque l'impression par endroit qu'il n'y a pas de liant dans l'église. C'est parce que rien qu'avec l'eau et l'érosion et l'air, en fait, il se dégrade. Et les sols, ils sont également faits soit en mortier de chaux, soit, comme c'est le cas ici, en mortier de tuileaux. Et donc le mortier de tuileaux, c'est tout simplement un mortier de chaux dans lequel on a rajouté de la terre cuite concassée. C'est notamment réputé pour son étanchéité. Donc jusqu'à présent, on a parlé de l'église, on a parlé du cimetière, et donc il nous manque à parler de l'habitat. Dans le secteur qu'on a choisi d'ouvrir cette année, les éléments les plus récents, ce sont des silos. Ce sont des fosses qu'on va creuser dans la terre et qui vont servir à la conservation du grain à long terme, tout simplement parce qu'on va venir mettre le grain, les semences à l'intérieur du silo. On va le fermer de manière hermétique. Donc le grain qui est contre les parois, il va germer et absorber ce qu'il y a d'oxygène dans la fosse. Et ensuite, il n'y aura plus d'oxygène, ce qui va permettre la conservation sur la longue durée. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très récurrente. Ce qui intéresse les archéologues, c'est d'une part que ça renseigne sur les techniques de conservation de l'alimentation, mais surtout ce silo, quand il ne sert plus, il sert de poubelle. Et donc dans le silo, je vais retrouver toute une quantité d'éléments liés à la vie domestique. Ici, on serait peut-être plutôt à l'extérieur ou en marge de l'habitat, dans un espace privilégié, pour les silos en tout cas. Donc ça, c'est tout ce qui se voit entre guillemets à l'œil nu dans la terre, on va le récupérer. On attribue toujours un numéro, on met une étiquette, vous voyez, pour bien savoir de quel silo il vient, de quelle couche archéologique, etc. Et ensuite, on fait également des prélèvements de terre, vraiment du silo, qu'on va ensuite tamiser, passer à l'eau, pour pouvoir récupérer les éléments plus petits. Donc d'une part, tout ce qui est éléments de microfaune, de poissons, parce qu'ils mangent des grosses bêtes, mais ils mangent aussi des petites bêtes. Et donc par exemple, si on ne tamise pas tout ce qui est ossements de poissons, on n'arrive pas à les récupérer. On va également récupérer dans les refus de tamis tout ce qui est charbon et graines carbonisées. Tous ces éléments qu'on va étudier, donc en fait au même titre qu'il y a des spécialistes qui vont étudier les os humains,
Il y a des spécialistes qui vont étudier les ossements d'animaux, spécialistes qui vont étudier les charbons, des spécialistes qui vont étudier les graines, les céramiques. On va pouvoir obtenir des informations sur les pratiques alimentaires et notamment sur les techniques d'élevage et de culture. Parce qu'en travaillant sur les ossements d'animaux, on peut savoir quel type d'animaux ils mangeaient. Mais on peut aussi se renseigner sur les pratiques d'abattage. On trouve aussi de l'animal sauvage, sur les techniques de chasse, sur les pratiques de boucherie en étudiant les traces sur les os. En fonction des graines qu'on va trouver, on va pouvoir travailler sur les pratiques de culture. Pour tout ce qui est céramique, ça va nous renseigner sur les pratiques aussi alimentaires en fonction du type de vaisselle qu'on va trouver. Si on a plutôt des vases à cuire, des vases à servir, voilà. Et donc, en fonction du type de vaisselle qu'on va retrouver dans les fosses, on va pouvoir dater. La céramique est un élément privilégié pour la datation des couches archéologiques. Et donc ici on a essentiellement que de la vaisselle locale qui nous est parvenue, mais sur d'autres sites pour l'instant on a trouvé un tout petit peu. On peut aussi avoir de la vaisselle d'importation qui fournit des fois des fourchettes chronologiques un peu plus précises pour la datation. Parce que le problème de la céramique commune locale, c'est qu'elle évolue peu au cours du temps. Et donc, elle est un critère de datation moins précis que la céramique d'importation qu'on va choisir parce qu'on la trouve belle, entre guillemets. D'accord ? Et donc, ça va affiner les datations. S'il n'y a pas d'autres questions, on va doucement se rapatrier par là. Comme ça, on va libérer la place. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser encore. Quelque chose à rajouter pour conclure cette saison? J'espère te revoir l'année prochaine.